Donc on va passer à notre série de sagas, de cas cliniques. Et on va commencer donc avec le docteur Emmanuel Kuhn, ici à la Pitié-Salpêtrière, qui va nous parler de Cushing, qui en cachera un deuxième. Merci beaucoup. Je remercie le comité scientifique de me permettre de partager ce cas clinique. Donc, c'est un jeune patient de 45 ans qui a comme antécédent un diabète de type 1 qui est non compliqué, avec un équilibre plus ou moins parfait, parce que les HbA1c sont entre 8 et 9%, et il a un tabagisme actif à 40 paquets années. Et en début d'année 2018, comme il tousse et que c'est un patient avec un tabagisme actif assez important, on lui fait un scanner thoracique et comme toujours, il y a des petites coupes sur les surrénales. Et ben, on tombe sur un incidentalome surrénalien qui est quand même droit, qui est quand même assez gros. Je pense que tout le monde le voit même au fond de la salle, qui fait 44 mm, qui a une densité spontanée à 3 unités Hounsfield, donc plutôt rassurant, qui évoque un adénome surrénalien. Donc dans ce cadre-là, il va avoir un bilan d'un incidentalome surrénalien. Alors cliniquement, il a un IMC normal, il n'y a pas d'hypertension artérielle et donc il y a le diabète de type 1 qui est plus ou moins équilibré, mais c'est un patient qui dit spontanément qu'il est assez phobique des hypoglycémies. Le bilan réalisé en ville retrouve une kaliémie normale à 4,6 mmol et il n'est pas hypertendu, donc a priori il n'y a pas d'hyperaldostéronisme. Il n'y avait pas non plus d'argument pour un phéochromocytome, mais par contre le cortisol libre urinaire est élevé à 106 microgrammes par 24 heures. Alors je n'ai pas retrouvé de créatinurie, mais la diurèse est à 1800 ml, donc a priori il n'est pas trop surestimé. Donc ce patient vient dans le service pour l'exploration de cet adénome surrénalien avec un flux élevé. Chez nous, comme vous pouvez voir, les cortisols libres urinaires, ils sont toujours élevés, entre 200 et 300 microgrammes par 24 heures. Le cortisol à minuit est également un petit peu élevé. Et puis, il n'y a pas de freinage du cortisol au freinage minute, puisqu'il a 35 nanogrammes par ml. Et il a une ACTH qui est inférieure à j'ai mis 12, mais même à 10, et voire inférieure à 10 picogrammes par ml. Il a une ostéodensitométrie qui retrouve une ostéopénie à la hanche. Donc, devant ce tableau, on conclut un hypercortisolisme ACTH dépendant infraclinique chez un patient qui a donc un adénome surrénalien. Je pense que tout le monde aurait fait la même chose. Il a donc été opéré d'une surrénalectomie droite par cystoscopie en septembre 2018. L'histologie, voilà, c'est un adénome cortico-surrénalien avec un EVICE à 0. En post-opératoire immédiat, il fait bien l'insuffisance corticotrope parce que vous voyez, le cortisol à 8 heures, il est à 18 nanogrammes par ml, donc on n'a pas de doute sur cette insuffisance corticotrope. Mais par contre, à 1 mois post-opératoire, il y a une récupération de la fonction corticotrope qui est franchement normale parce que déjà son cortisol de base est à 176 nanogrammes par ml et 1 heure après synactène, il passe à 240 nanogrammes par ml. Ensuite, le patient revient à 6 mois après sa surrénalectomie droite. Alors, il va bien, il n'a toujours pas de signe de Cushing. Il est un peu stressé, un peu anxieux parce qu'il a une rupture sentimentale. Donc, voilà. Au niveau psychique, il est un peu moins bien. Et là, de manière étonnante, on retrouve toujours des cortisols libres urinaires, je ne sais pas si vous voyez bien, mais qui sont élevés. Alors, peut-être un peu moins qu'avant la chirurgie, mais qui sont quand même encore élevés entre 95 microgrammes par 24 heures et 160 microgrammes par 24 heures. Il a toujours son cortisol à minuit qui est élevé à 74 nanogrammes par ml. Il ne freine toujours pas au freinage minute. Et puis, par contre, cette fois-ci, la CTH est défrénée. Elle est, là, je vous ai mis une donnée de base. Il est à 122 picogrammes par ml. Donc là, ça fait plutôt hypercortisolisme ACTH dépendant. Donc il a tous les tests pour l'exploration de cet hypercortisolisme ACTH dépendant. Il ne répond pas vraiment au test au CRH et il n'y a pas du tout de réponse au test au mini-rein. Il y a toujours l'ostéopénie sur l'ostéodensitométrie. Et il a une IRM hypophysaire que vous voyez ici qui est normale et un scanner thoracique qui est normal. Donc on se retrouve devant un patient donc, qui n'a pas de signe clinique vraiment de syndrome de Cushing et qui biologiquement a un hypercortisolisme ACTH dépendant.
Donc c'est là que je vous pose la petite question pour savoir un peu ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à répondre. Est-ce que vous avez des hypothèses? Et ben en fait, ce patient devant, donc un patient qui a un hypercortisolisme ACTH dépendant sans signe clinique. Alors j'ai vu quelqu'un qui posait la question du syndrome dépressif, donc c'est vrai qu'on aurait pu penser au pseudo-Cushing. Mais lui, en fait, on a fait une recherche d'une mutation faux sens, enfin inactivatrice du récepteur des glucocorticoïdes. Donc c'est le gène NR3C1 et en effet il avait une mutation hétérozygote sur le gène du récepteur des glucocorticoïdes. Alors c'est une mutation qui n'a jamais été rapportée mais qui est localisée dans le domaine de liaison à l'hormone sur un résidu très conservé, donc il est probablement pathogène. Et là je vous ai remis les 5 patients qui avaient des mutations inactivatrices du GR décrits dans la cohorte de mutage-GR. Et c'était une recherche, 100 patients ont été inclus dans cette cohorte. Et c'était des patients qui avaient des hyperplasies bilatérales des surrénales. Donc, ils ont été screenés pour rechercher ces mutations. Et donc, ils ont trouvé 5 mutations. Et globalement, les patients qui ont des mutations du récepteur des glucocorticoïdes, eh ben, ils ont souvent une hypertension artérielle. Comme il y a une résistance aux glucocorticoïdes, bien sûr, ils n'ont pas de signe clinique de Cushing. Ils ont une élévation des anomalies du cortisol libre urinaire. La CTH, comme vous voyez, elle peut être normale, voire haute. Souvent, ils ont des anomalies sur l'axe minéralocorticoïde. Sauf un patient, mais c'est parce qu'il était sous IEC. Souvent, la kaliémie, elle est en dessous de 4 millimoles, et puis il y a des anomalies surrénaliennes. Et donc, au bout, c'est notre patient que je vous ai mis. Donc, il y a des analyses fonctionnelles qui sont en cours au laboratoire du Kremlin-Bicêtre avec Margot Lollet, Savienne Charon et Laetitia Martineri, mais je suis désolée, je ne peux pas vous donner encore les analyses. Et donc, pour conclure, il faut savoir penser à la résistance aux glucocorticoïdes devant des anomalies surrénaliennes, un hypercortisolisme biologique ACTH dépendant sans retentissement clinique. Il faut savoir que c'est des mutations qui sont rares, donc la prévalence dans la cohorte mutagère, c'était 5%. Et les signes cliniques, c'est l'hypertension artérielle, en sachant qu'elle n'est pas constante parce que c'est retrouvé chez la moitié des patients. Chez les femmes, il y a un hirsutisme. L'hyperplasie surrénalienne est retrouvée fréquemment. Et donc, c'est des patients qui n'ont pas de signes cliniques d'hypercortisolisme et il n'y a pas de sexe ratio. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Donc on va enchaîner donc avec le professeur Fabrizio Andrelli, donc toujours à la Pitié-Salpêtrière en diabéto cette fois-ci. Il va nous parler d'une infection mal placée. Mal placée, voilà. Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Alors on va voir l'histoire d'une patiente qu'on a eue récemment dans le service. Madame D, 84 ans, diabète de type 1 depuis l'âge de 20 ans, donc une longue ancienneté du diabète, et qui vit chez elle seule, en fait, mais garde une autonomie avec des aides. Et puis, elle voit son médecin traitant parce qu'elle a une douleur de l'épaule gauche, douleur assez importante, au point qu'elle se présente en consultation comme la figure, là, en tenant son bras, parce que ça fait extrêmement mal au niveau de l'épaule. Il y a une douleur à la mobilisation. Et puis, la douleur devient permanente, en fait, insomniante, et il n'y a pas de traumatisme. Donc, du coup, en fait, un avis du médecin traitant, en fait, a été proposé sur périarthrite, chez le diabétique, périarthrite, et donc sur quel argument est-ce que ce diagnostic est posé? Il y a le choix entre le terrain, l'âge, l'absence de traumatisme, la fréquence de cette pathologie et puis le diagnostic d'élimination. Puisqu'elle arrive en fait avec ce diagnostic-là, quand plus tard elle a été hospitalisée dans le service. Donc on voit qu'il y a pas mal de diagnostics d'élimination. Absence de traumatisme, la fréquence,
Voilà, ça bouge encore. Le terrain, l'âge, voilà. Donc du coup, en fait, ce diagnostic a été porté essentiellement sur le terrain par le médecin généraliste, en disant les diabétiques, ils font souvent des douleurs des épaules, des douleurs inflammatoires, en fait. Le fait qu'il n'y avait pas de traumatisme retrouvé, mais on peut se demander si à l'interrogatoire, la patiente était vraiment consciente de tout. Et puis parce que c'est assez fréquent, mais ce n'était pas dans ce cadre-là qu'il y a eu un diagnostic d'élimination, puisque aucune imagerie n'a été faite et aucun bilan n'a été fait. Voilà, absolument aucun élément en fait n'a été proposé en termes d'imagerie ou d'analyse sanguine, de telle sorte que la patiente se retrouve en fait, va se retrouver finalement sous anti-inflammatoire non stéroïdien. Et en hospitalisation, en fait, cette patiente, qui était apyrétique quand elle est arrivée, avait une épaule gauche douloureuse, rouge, œdémaciée, mais le membre aussi, le membre supérieur était œdémacié au point qu'on s'est dit il y a peut-être un érysipèle. Et la patiente, en fait, avait à l'examen clinique aussi une lésion de l'orteil droit. Et cet orteil droit que vous voyez ici, en fait, a été prélevé. Il y avait un staph métiès, un serratia également. Mais la biologie montrait 20 000 blancs, des CRP, une CRP à 259, une créate élevée, alors que d'habitude elle a 110, une urée à 37, une hémoglobine glyquée à 9,3%. Et donc, en reprenant l'histoire, la patiente avait vu notre spécialiste du pied, le docteur Georges Havane, pour justement cette lésion d'un écoulement purulent, qui en fait était une ostéoarthrite de l'interphalangienne proximale, et de la pyostacine avait été débutée en ville et inefficace. Et donc la patiente vient voir Georges en consultation, et c'est surtout pour cette lésion de l'orteil en fait que la patiente a été hospitalisée. Donc à ce stade, en fait, là, elle est hospitalisée. Qu'est-ce que vous proposez parmi une surveillance clinico-biologique, un avis rhumato, une poursuite de l'AINS que le médecin généraliste avait proposé, l'échographie de l'épaule, un scanner avec injection, un scanner de l'épaule. Et je vous dirai après qu'est-ce qu'on a fait, puisqu'en fait on découvrait cette patiente au fur et à mesure. Elle est venue sans courrier, en fait, et c'est grâce à la famille et à la patiente qu'on a pu reconstituer un petit peu tous ces éléments. Donc du coup, en fait, on a demandé un avis rhumato urgent, parce que ça nous paraissait bizarre d'avoir une périarthrite du diabétique unilatérale et aussi œdémaciée et aussi douloureuse. Et donc une échographie a été faite, mais compliquée, difficile à voir, doute sur une image de collection. Cliniquement, il y avait tous les jours une extension de la rougeur, jusqu'au jour où, en faisant le pansement, parce qu'on aidait les infirmières à faire le pansement, très compliqué, en fait, on était 4 personnes, l'externe, l'interne, moi, l'infirmière, Franck, notre chef de clinique aussi, en appuyant sur l'épaule, ça crépite. Voilà. Et donc là, les externes qui n'avaient jamais entendu une crépitation ont pu savoir ce que c'était qu'une crépitation, cette espèce de bruit, comme si on marchait sur la neige, en fait, et qui est de pas bon pronostic. Et elle a commencé à développer une insuffisance rénale aiguë. Donc du coup, voilà, on en est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer après? De la réhydrater, faire une ponction de la fameuse collection, un scanner de l'épaule sans injection, de délimiter au feutre la rougeur, ou faire un scanner de l'épaule avec injection. En sachant que sa fonction rénale s'est malheureusement dégradée en cours de route. Donc là, on vous l'a fait courte, hein, mais il faut demander les examens, tout ça, machin, il faut négocier, voilà. Parce que ce n'est pas évident dans ce grand hôpital d'avoir tous les examens comme on veut. Voilà, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a réhydraté, et puis on est allé en fait rapidement à un scanner. Le scanner montrait des suspicions de collection, et en fait, on est allé ensuite vers une IRM de l'épaule, qui a montré une infiltration du tissu adipeux. Donc ça, c'est une coupe d'épaule, en fait, transversale, avec une infiltration du tissu adipeux, sous-cutané, ici. Et puis les flèches, là, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ce sont des bulles d'air.
des bulles d'air en fait dans les muscles. Et en T2, en fait, on voit l'apparition toujours du tissu adipeux sous-cutané remanié et des abcès en fait musculaires multiples. Et sur cette coupe transversale, où l'humérus en fait est ici, on a en fait un abcès circonférentiel au contact de la tête humérale, et toujours, tout ça c'est différents niveaux, l'infiltration du tissu adipeux et des muscles. Et sur cette coupe sagittale, on voit en fait une zone très mal limitée ici, qui correspondait en fait à un abcès descendant le long du triceps, qui faisait quasiment toute la hauteur en fait du triceps, 15 cm. Et avec donc un humérus qui n'était pas très sympa. Donc du coup, on se retrouve avec des collections multiples musculaires, une arthrite de l'articulation de l'épaule, une collection périhumérale, une collection intraosseuse. La diaphyse humérale paraissait pas très nette. Et donc on appelle les orthopédistes qui voient les images et qui disent « Ouh là là, il va falloir opérer, mais on ne vous assure pas, on ne vous garantit pas qu'elle va garder son bras. » Oh, allez non. Donc du coup, on se réunit, la famille, les réanimateurs, les orthopédistes, bien sûr la patiente, entre nous. Entre-temps, la patiente commence à avoir de la température et les émoques poussent. Et la ponction de l'épaule qui finit par être faite, en fait, pousse aussi un staphylocoque, méticilline sensible. Donc la daptomycine qu'on avait mise au départ est remplacée par la céphazoline. Et l'opération a lieu le 5 octobre avec de l'angoisse. Est-ce que ça va se passer? Dans quel état va-t-elle revenir? Et les orthopédistes ont fait des toutes petites incisions en fait au niveau du bras, des abords multiples limités. Là, je vous ai mis quelques phrases du compte-rendu opératoire. Articulation gléno-humérale, flot purulent à l'ouverture avec un lavage. La trépanation de l'humérus a permis d'évacuer l'abcès de l'humérus centromédulaire. Et puis mise à plat des muscles subscapulaires, infraépineux, petits ronds, triceps, bref, une énorme opération en fait, mais dont elle s'est sortie. Et du coup, la conclusion en fait entre les réanimateurs et les orthopédistes, c'est comme diagnostic final une dermo-hypodermite bactérienne avec fonte septique musculaire des loges du bras et du deltoïde, sepsis humérale centromédulaire, abcès multiple du bras gauche, arthrite septique gléno-humérale gauche, secondaire à une bactériémie ayant pour porte d'entrée l'ostéoarthrite de l'IPP proximal du deuxième orteil droit. Et donc du coup, on a pu réadapter l'antibiotique en fonction des prélèvements de l'épaule et de l'orteil. Et donc, on a eu tous en fait un énorme soulagement de la voir revenir vivante, de voir que dans les jours qui ont suivi, elle s'est améliorée sur le plan de la douleur, le bras désenflé. L'état général s'est amélioré, mais malheureusement, elle a dégradé petit à petit sa fonction rénale. Et malgré les avis néphraux, infectieux, etc., malheureusement, la patiente est décédée, en fait, avec un tableau d'Anazark le 18 octobre. Alors du coup, la conclusion un peu de cette histoire, qui se termine mal, malheureusement, c'est qu'un diabète déséquilibré augmente le risque d'infection sévère. Les patients type 1 sont particulièrement exposés à faire des formes un peu extensives d'infection, que la clinique initiale peut être incomplète avec, donc, comme cette patiente, pas de fièvre au début, et puis qu'il faut explorer ces patients. En fait, dès qu'il y a un petit truc qui cloche, il faut faire de la biologie et de l'imagerie. Et le grand Metlikov, en fait, qui a découvert la phagocytose, avait déjà montré que la phagocytose est un peu altérée en milieu sucré, ce qui témoignait déjà en fait de l'idée qu'un diabète déséquilibré, ça pouvait réduire l'immunité. Donc un grand merci à toute l'équipe, parce qu'on s'est bagarré pour elle, mais les infirmières, les aides-soignantes, les externes, notre interne, le chef de clinique, Franck Fan, les infectieux, les orthopédistes, voilà, on était tous autour d'elle. On ne peut pas gagner toutes les batailles, mais en tout cas, voilà, on a essayé de mettre le maximum de chance du côté de cette patiente. Et du coup, je vous remercie pour votre attention. Et on passe au cas clinique suivant qui nous est présenté par le docteur Bédoc qui travaille en service de nutrition à la Pitié-Salpêtrière. Donc on continue la saga des cas cliniques avec celui-ci qui s'appelle Peur de la Covid. Comment survivre avec 8 pains en 8 mois? Vous allez enfin savoir comment on peut faire. Donc c'est un patient de 68 ans qui est amené aux urgences par les pompiers mi-janvier 2021 suite à un appel de ses voisins.
alors qu'il frappait au mur. Le rapport de pompier, c'est le suivant: altération de l'état général, précarité, pas de lit au domicile, placard et frigo vide, station au sol de durée indéterminée et notion d'anorexie depuis 8 mois. À l'arrivée, on n'avait pas de dossier médical, pas d'antécédents connus en dehors d'une hypertension artérielle, et c'est un monsieur qui, on sait juste qu'il vit seul à domicile, sans famille et sans entourage. Donc au niveau clinique, il y avait une hypothermie, une tachycardie et une altération de l'état général avec une cachexie sévérissime, une cyanose des membres inférieurs, une marbrure, une dermitocre. Finalement, au niveau neuro, il n'était pas si mal avec un simple ralentissement psychomoteur et le reste de l'examen clinique était normal. Au niveau biologique, il y avait une insuffisance rénale fonctionnelle sur une déshydratation et une rhabdomyolyse, et puis des signes d'hémoconcentration assez marqués. Le ionogramme sanguin était normal, tout comme les gaz du sang et tout comme le scanner cérébral qui avait été réalisé, avec notamment pas de trauma récent. Donc son poids habituel, 80 kg, ce qui faisait un IMC à 30,1. Et son poids actuel, c'est 37 kg, ce qui fait un IMC à 11,8 et une perte de poids assez colossale de 57,5% du poids. Donc je vous ai mis sur la gauche les recommandations de la HAS pour déterminer la gravité de la dénutrition pour les patients de moins de 70 ans, qui définissent selon le pourcentage de perte de poids et l'indice de masse corporelle une dénutrition modérée ou sévère. Et puis sur la droite, je vous ai fait figurer en vert sa corpulence habituelle, en bleu clair s'il était dénutri modéré, en bleu marine, on va dire, s'il était dénutri sévère, et en rouge sa situation actuelle, qui est vraiment bien pire que tout ça, avec un poids extrêmement bas, une perte de poids majeure et un indice de masse corporelle extrêmement sévère. Donc cliniquement, quelques jours après l'hospitalisation, il y a un anasarque avec un épanchement pleural et péricardique. Et au niveau biologique, vous avez le bilan suivant: une hypophosphorémie majeure à 0,34 mmol. Donc pour rappel, en dessous de 0,6, on commence à être à risque de troubles du rythme cardiaque, une hypocalcémie à moins de 2 mmol par litre, une hypokaliémie, une hypernatrémie. Le reste du bilan ionique, plasmatique et urinaire est normal. Puis il y a une carence en vitamine D, un TP un peu abaissé. Donc quel diagnostic vous évoquez sur ce tableau? Parmi une acidocétose diabétique, une alcalose respiratoire aiguë sur une insuffisance cardiaque sévère, une malabsorption, une tubulopathie de Fanconi ou un syndrome de renutrition inappropriée. C'est bien le syndrome de renutrition inappropriée. Pourquoi pas l'acidocétose diabétique? Il n'y a pas d'hyperglycémie, pas de pH acide. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est. Pareil, le pH est normal, il n'y a pas de PaCO2 basse, donc ça ne peut pas être une alcalose respiratoire. Une malabsorption aurait été possible, mais il y aurait probablement eu d'autres signes, des stéatorées, des carences vitaminiques, autres, une anémie. Et la tubulopathie de Fanconi, elle est essentiellement, elle se manifeste par des troubles du ionogramme urinaire, notamment une glycosurie. Donc on est devant un syndrome de renutrition inappropriée, tout aussi sévère que l'était la dénutrition initiale. Donc qu'est-ce que c'est le SRI? C'est l'ensemble des symptômes cliniques, métaboliques et hormonaux qui peuvent survenir lors de la renutrition chez des patients dénutris et qui ont fait un jeûne. C'est une renutrition orale ou entérale ou parentérale. Le traitement, c'est essentiellement de le prévenir, c'est-à-dire d'identifier les sujets à risque, de supplémenter systématiquement en vitamines, notamment la vitamine B1, en oligo-éléments et puis en ions qui sont susceptibles de baisser, donc en phosphore, en potassium, en magnésium, et puis de corriger les déficits quand il y en a déjà au préalable, et puis de débuter très progressivement la renutrition et de l'augmenter progressivement pour ne pas faire pire que mieux. On doit aussi limiter les apports en sodium chez ces patients extrêmement à risque de diminution de la pression oncotique et surveiller les électrolytes tous les jours et de manière très rapprochée la première semaine notamment. Donc cette petite diapo pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau de l'évolution clinique et des paramètres nutritionnels. Vous voyez que l'équilibre hydroélectrolytique du patient a été extrêmement difficile à voir puisque en fait l'hydratation initiale a révélé une hypoalbuminémie majeure et donc une baisse de la pression oncotique. On a ensuite voulu corriger le syndrome de renutrition inappropriée et les troubles ioniques sévères par supplémentation IV. On a été obligé de mettre du sérum salé et pas mal de surcharge hydrosodée puisqu'il est à plus de 20 kg par rapport à l'entrée. Et puis ensuite une déplétion.
Au niveau alimentaire, on a pu commencer la réalimentation, mais essayer de dire à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 8 mois, il faudrait que vous mangiez que 300 kcal sur votre plateau, c'est un peu compliqué. Donc en fait, il mangeait tout son plateau dès le début et ça entretenait pas mal le SRI. Donc finalement, on a pu commencer une vraie, on va dire, réalimentation avec une prise alimentaire et de poids, de bon poids, de masse musculaire et de force musculaire à partir de ce moment-là. Et ça a permis une sortie d'hospitalisation 2 mois après son entrée, et puis une sortie du SSR 4 mois encore après, au poids de 68,3 kg et avec un bilan nutritionnel normal. Donc au niveau neuropsychiatrique, on a fait passer les psychiatres qui décrivent un isolement social important, un contact étrange, un discours un peu stéréotypé, des difficultés d'élaboration et une réticence à l'examen et à l'examen, l'entretien. Pas de tristesse de l'humeur, pas de troubles psychotiques et des notions un peu de chronicité de ces symptômes. Donc devant ce terrain chronique, qu'est-ce que vous évoquez comme diagnostic parmi un épisode dépressif caractérisé, un trouble psychotique de type schizophrénie, un trouble de la personnalité schizotypique, une tumeur métastase cérébrale, une encéphalopathie carentielle ou une maladie neurodégénérative. Ah, là, c'est plus partagé. C'est plus partagé, on est moins bon en psychiatrie, ça on le sait depuis un moment. Donc en réalité, ce n'est pas un épisode dépressif parce qu'il n'y avait pas de tristesse de l'humeur, il n'y avait pas d'aboulie, il n'y avait pas d'anédonie. Le trouble psychotique type schizophrénie est éliminé parce qu'il n'y avait pas d'hallucination, il n'y avait pas de passage du coq à l'âne et pas d'hallucination, il m'en manque un, de délire particulièrement. La tumeur cérébrale et la maladie neurodégénérative, on a dit que le scanner cérébral était normal. Et puis l'encéphalopathie carentielle, ça aurait été possible, surtout le Gaillet-Wernicke avec la carence en B1, mais il n'y avait pas les troubles oculomoteurs qu'il peut y avoir ou les troubles sensitivomoteurs qu'il peut y avoir dans des encéphalopathies carentielles. Donc en réalité, c'est un simple trouble de la personnalité de type schizotype. Donc il est classé en 3 groupes. Les groupes A, personnalité distante, froide et suspicieuse auquel appartenait le patient. Et parmi ce groupe-là, les personnalités schizotypiques qui sont définies par un inconfort dans les relations sociales, une excentricité, une distorsion cognitive. Donc en fait, c'est un monsieur, on s'est demandé pourquoi il avait arrêté de manger. C'est quand même ce qu'on se pose comme question depuis le début. En réalité, lui, il parle de un peu peur de la Covid, j'avais plus de sous pour aller acheter des masques, il y a cette femme qui m'a bloqué mes comptes, mais qui c'est cette femme? Et elle nous donne le nom, le prénom, le numéro de téléphone. On s'aperçoit qu'en fait, c'était sa curatrice, qu'il a été en curatelle renforcée depuis 2013 et jusqu'à 2018, qu'en 2015, il y avait déjà eu un épisode où il y avait des loyers impayés, où il avait arrêté de manger parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on lui renvoyait de devoir payer ses loyers. Donc une adaptation un peu bizarre à des problématiques administratives qui peuvent arriver. Et puis après le confinement, en juin 2020, il avait donc sa pension d'invalidité qui arrivait à échéance. Et donc, il n'avait plus les 80 € qu'il pouvait aller retirer. Et puis, petit à petit, il s'est dit, bon, bah, ok, je vais rester chez moi et puis je vais essayer de survivre. Voilà. Donc, le 19 juin, il mange ses 2 paquets de cacahuètes qui lui restaient en 2 jours. Et puis, du 21 juin au 15 juillet 2021, il fait 24 jours de jeûne. Le 15 juillet, il retourne faire un peu les poubelles. Il habite juste à côté d'une caserne de pompiers. Donc, il prend les fameux 8 pains qu'il mange en 2 jours. Et puis après, il fait de nouveau plus de rien à manger pendant 192 jours jusqu'au 16 janvier 2021 où il n'a plus assez de force pour se lever et où il finit par taper au mur et où les pompiers l'amènent à l'hôpital. 192 jours, c'est quand même très très long pour ne pas manger. Ça le rentre au top 3 des grèves de la faim les plus longues, sans que ce soit extrêmement exhaustif. Je ne suis pas allée regarder partout, mais et souvent, c'est plutôt pour des problématiques de politique, dans des régimes un peu politiques répressifs ils sont hospitalisés, ils sont incarcérés, puis du coup ils disent j'arrête de manger, et ils sont soit libérés de prison, soit ils meurent en fait.
Et pourquoi notre patient, il n'est pas mort? En fait, la moyenne de durée de suivi sur un demi-jeûne, un jeûne partiel, où il peut y avoir quand même des liquides, et puis où il peut y avoir un petit peu d'alimentation dans les poubelles, c'est 160 jours. Et en fait, on pense que son obésité initiale a dû le protéger, ce qui fait qu'il n'est pas décédé au bout de 192 jours. Et cette étude que je voulais vous montrer quand même pour voir l'évolution du fardeau psychosocial, que deviennent les gens qui ont une pathologie psychiatrique pendant le confinement. Donc 213 patients avec des pathologies psychiatriques, dont 15% ont un type de pathologie à peu près similaire aux patients. On mesure l'évolution du fardeau psychosocial. Plus on est vers le bas, plus le fardeau psychosocial est lourd. Avant le confinement, on part d'un état antérieur. Au début du confinement, on voit que ce fardeau psychosocial est beaucoup plus important. Et puis, à la sortie du confinement, il s'améliore un petit peu, mais sans retourner à l'état initial. Et puis, parmi ces patients, ils ont voulu tester l'adaptabilité à des événements de vie stressants. Ils ont passé un questionnaire avec 20 items. Et si on avait plus de 48, on avait un haut risque de troubles de l'adaptation à des événements de vie stressants. Et ce qu'on peut se dire pour ce patient, dès qu'il a les loyers impayés, il arrête de manger, donc probablement il a un trouble de l'adaptation. Donc là, on voit que les patients en blanc avec un trouble de l'adaptation a priori partent d'un fardeau psychosocial plus important avant le confinement, descendent et s'aggravent encore plus pendant le confinement, et à la sortie du confinement, non seulement ils ne s'améliorent pas, mais ils continuent de s'aggraver. Donc, pour vous dire, ce cas assez historique de dénutrition et de SRI, voilà, que la complexité psychosociale des patients peut mener à une complexité médicale et un risque de décès absolument hallucinant, et le facteur déclenchant comme le confinement, tout comme les vagues de Covid. Et en fait, quand on tape trouble de personnalité schizotypique, voilà ce qu'on trouve. Donc en dehors du fait que ceux qui l'ont vu, c'était exactement ça, mais en plus maigre, ce monsieur, ils disent de garder toujours des pains dans les poches. Donc je pense qu'une des excentricités, c'est peut-être de garder du pain dans les poches. Voilà. Merci beaucoup Dorothée. On va passer au dernier cas clinique par le docteur Nathalie Ly, à la Pitié, dans le service du professeur Touraine, qui va nous parler d'une hyperandrogénie à la ménopause. De quoi doit-on avoir peur? Exactement, et donc je vais commencer mon cas clinique en vous présentant Madame B. Donc Madame B qui a 45 ans, qui a comme principaux antécédents un IMC à 32, une dyslipidémie et qui est ménopausée depuis 1 an, est hospitalisée en médecine interne suite à la découverte d'une embolie pulmonaire. Les médecins qui s'occupent d'elle constatent un hirsutisme, font doser une testostérone totale qui revient à 4 fois la normale et me l'adressent en me disant cette dame a une hyperandrogénie alors qu'elle est ménopausée. Et donc je vais vous expliquer ce que j'ai recherché à l'interrogatoire, à l'examen physique, le bilan biologique complémentaire et l'imagerie. Donc devant une hyperandrogénie qui apparaît après la ménopause, là en l'occurrence c'était un hirsutisme, je pense qu'il est important de lui demander si cet hirsutisme existe depuis longtemps et s'il a évolué, notamment s'il s'est aggravé récemment ou s'il est apparu très récemment. Il faut également rechercher les autres signes d'hyperandrogénie associés qui sont l'acné, l'alopécie des golfs et l'hyperséborrhée. Et c'est à distinguer des signes de virilisation qui sont en rapport avec des taux de testostérone plus élevés, qui sont la clitoridomégalie, l'alopécie du vertex, la rossité de la voix et l'hypertrophie musculaire. On recherche également des signes de co-sécrétion hormonale, notamment des signes d'hyperoestrogénie, puisqu'on peut penser qu'en cas d'hyperandrogénie, il y a une aromatisation en œstrogène. Et donc après la ménopause, on recherchera des métroragies post-ménopausiques ou des bouffées de chaleur qui étaient présentes et qui se sont arrêtées. On regarde également les signes en faveur d'un hypercortisolisme et d'un hyperaldo, et on s'attache à l'histoire gynécologique pour voir notamment s'il y avait des troubles du cycle initialement et une infertilité. Donc chez cette dame, biologiquement, on complète le dosage des androgènes avec la testostérone biodisponible, la SHBG et la SDHEA delta K 17 OH progestérone, le bilan de la fonction gonadotrope et l'élimination d'un syndrome de Cushing. Et au niveau radiologique, on a demandé un scanner surrénalien et une imagerie pelvienne. On peut demander une échographie ou une IRM pelvienne. Donc cette dame-là, en fait, avait une spanioménorrhée primaire. L'hirsutisme qui était présent, en fait, elle l'avait depuis son adolescence et il était parfaitement stable. Ça ne lui a pas empêché d'avoir 5 grossesses, dont 3 enfants. Aucun autre signe à l'examen clinique en dehors d'un clitoris un petit peu charnu, mais pas une réelle clitoridomégalie.
Comme je vous ai dit, elle est ménopausée depuis 1 an. Elle a un petit peu de bouffée de chaleur, mais pas trop, donc ça n'a pas changé. Et elle décrit juste un épisode de 2 jours de petit saignement il y a 4 mois. Le reste de l'examen était sans particularité. Au niveau de la biologie, donc je vous ai dit que la testostérone totale était à 4 fois la norme. La testostérone biodisponible est à presque 3 fois la norme. Les autres androgènes sont normaux, sauf la 17-OHP qui est un petit peu élevée à 2,7. Et le bilan gonadotrope, on est un peu frappé chez cette dame qui est ménopausée depuis 1 an de voir un œstradiol à 51, une FSH à 5 et une LH à 21. Et dans le cadre de son hospitalisation pour son embolie pulmonaire, elle se plaignait d'une douleur abdominale. Donc elle a eu un scanner abdominopelvien qui retrouvait une masse centropelvienne de 5 cm qui semblait latéro-utérine et des surrénales d'aspect normal. Donc on a donc une femme qui a une hyperandrogénie qui existe depuis longtemps, qui est stable, mais une vraie hyperandrogénie biologique, et des surrénales d'aspect normal et une masse centropelvienne. Donc dans ces cas-là, très souvent, la sécrétion de testostérone vient soit de la surrénale, soit des ovaires. Au niveau surrénalien, il peut s'agir d'un corticosurrénalome, d'un adénome qui ne sécréterait que des androgènes ou d'autres hormones, ou une hyperplasie congénitale des surrénales, mais dans ces cas-là, l'hyperandrogénie existe depuis longtemps. Pour les causes ovariennes, il peut s'agir d'une tumeur ovarienne virilisante, d'une hypertécose ovarienne ou d'un SOPK, mais là encore, c'est une histoire ancienne. Et donc, pour faire la différence entre les deux, le scanner surrénalien retrouve toujours dans les séries publiées dans la littérature, quand l'origine est surrénalienne, on trouve toujours une image sur le scanner. Et donc, un scanner surrénalien normal permet d'éliminer une cause surrénalienne de cette hyperandrogénie. Pour éliminer l'hyperplasie congénitale des surrénales, on dose la 17-hydroxyprogestérone avec éventuellement un testosinactène. Et pour les causes ovariennes, donc on demande une imagerie pelvienne, IRM ou écho ou les deux. Mais la particularité de ces tumeurs ovariennes ou de l'hypertécose, c'est qu'elles sont parfois non visibles tellement elles sont petites. Donc contrairement à la surrénale, une imagerie pelvienne normale ne permet pas d'éliminer une cause ovarienne de cette hyperandrogénie. Et on peut céder des marqueurs tumoraux ovariens. Donc cette dame, voici son IRM en coupe sagittale. Sur l'image de droite, on constate que l'endomètre, qui est la ligne blanche, n'est pas épaissi, parce que parfois ça peut être le cas. Et l'image d'à côté, c'est en coupe parasagittale. En fait, vous voyez une image annulaire blanche au milieu et noire autour, qui correspond en fait à une masse d'origine ovarienne qui est hétérogène. Les marqueurs tumoraux sont élevés. La MH est à 9 chez cette femme ménopausée, alors qu'elle est censée être indosable ou très basse. Et l'inhibine B est également au plafond à presque 600, alors qu'elle est censée être indosable à la ménopause. Les autres marqueurs tumoraux que sont l'alpha-fétoprotéine et l'HCG étaient normaux. La 17-OHP était un petit peu élevée, donc on a fait un test au synactène et la réponse est normale, donc on a pu éliminer une hyperplasie congénitale des surrénales chez cette dame. Et donc, on suspecte une tumeur de la granulosa, on l'a adressée au chirurgien et cette patiente a eu une annexectomie bilatérale et une hystérectomie totale. Et la NAPAT confirme que c'est effectivement une tumeur de la granulosa de type adulte, heureusement à un stade PT1A, donc tout débutant. Et l'évolution post-op des dosages hormonaux, donc c'est la partie droite de la diapo, la testo qui était à quasiment 2 nanogrammes par millilitre devient indosable à 6 mois et à 1 an post-opératoire. Le bilan devient celui d'une femme ménopausée, mais forcément elle n'a plus ses ovaires. Et les marqueurs tumoraux, l'AMH et l'inhibine B, deviennent indosables, ce qui est très rassurant. Et donc cette patiente, elle est surveillée de près en alternance avec les chirurgiens. Et je vous présente le cas clinique d'une deuxième dame. Cette fois-ci, elle a 72 ans. Une grossesse, ménopausée en 1996 avec un traitement de la ménopause pendant 2 ans qui a été arrêté suite à la découverte d'un cancer du sein en 1998, puis un autre cancer du sein de l'autre côté en 2020. Cette patiente, en fait, elle m'a été adressée pour une hypertrophie clitoridienne constatée par sa nouvelle gynécologue qui lui a fait faire plusieurs dosages de testostérone qui reviennent à 1,80, 2,50 et 1,37 nanogrammes par millilitre, donc à plus de 3 fois la norme. On a fait la même chose que pour la dame d'avant, donc la testostérone biodisponible est également à quasiment 2 fois la norme. Le bilan gonadotrope, lui, est compatible avec, qui n'est pas choquant, avec un œstradiol indosable, une FSH à 138, une LH à 38. On pourrait s'attendre à une LH un peu plus élevée dans le cadre d'une ménopause. Et là, les marqueurs tumoraux sont négatifs, AMH et inhibine B sont indosables. Les autres androgènes sont normaux également. L'imagerie des surrénales est normale et l'imagerie pelvienne retrouve un endomètre fin, des ovaires qui mesurent 20 et 18 mm de grand axe.
Donc la question c'est est-ce que les ovaires sont augmentés de taille chez cette femme ménopausée? Donc quelle est la norme de la taille de l'ovaire chez une femme ménopausée? Donc ici c'est une étude de 2000 qui a fait des échographies à plein de femmes en fonction de l'âge. Et donc ce qu'on voit c'est qu'en moyenne à 50 ans, les ovaires font un volume de 2,6 millilitres, soit un diamètre de 17 mm. Et donc je vous ai remis les différentes mesures en moyenne à 50, 60 et 70 ans. La limite de cette étude, c'est que les échographies étaient faites avec des sondes de 5 MHz et maintenant les sondes sont plus performantes, donc ce n'est pas forcément d'actualité. Et comme vous le voyez sur la courbe de ce côté-là, il y a une grande variabilité interindividuelle. En noir, donc ça c'est le volume ovarien en fonction de l'âge, donc ça descend. En noir c'est la moyenne, mais la partie blanche c'est ce qui correspond à plus de DS. Donc notre patiente qui a des ovaires de 20 mm, à 70 ans, elle est au-dessus de la courbe noire, mais elle reste encore dans les valeurs habituelles qu'on voit, donc on ne peut pas dire qu'elle a une hypertrophie ovarienne. Donc si je reviens sur ma patiente, elle a donc une hyperandrogénie clinique et biologique, sans aucune cible radiologique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a décidé de demander une annexectomie auprès du chirurgien qui ne voulait pas trop parce qu'il ne voyait pas l'intérêt, étant donné que les ovaires étaient normaux à l'écho et à l'IRM. Et puis finalement, il lui a quand même fait son annexectomie bilatérale et je l'ai revue en début de semaine, cette dame, avec ce compte-rendu d'anapathe qui dit que les annexes sont normales, avec des remaniements atrophiques en rapport avec l'âge, sans élément de suspect de malignité. Donc je me suis dit, est-ce que je ne l'ai pas fait opérer pour rien, cette dame? Est-ce que finalement la testostérone est produite par autre chose que ses ovaires? Et en fait, en regardant bien le compte-rendu, en lisant le détail, c'est ce que j'ai encadré en bleu, on voit que sur chaque ovaire, au niveau du hile, il y avait des petits îlots de cellules hilaires de type Leydig, plus marqués à droite qu'à gauche. Donc en fait, je pense que c'est ça qui était à l'origine de l'hyperandrogénie de cette dame. Et sa testostérone, qui était à 1,37 chez nous en préopératoire, est devenue à 0,21 en post-opératoire. Premier encadré, c'est de bien interroger la patiente pour connaître l'ancienneté des troubles, l'évolutivité. Soit c'est quelque chose qui existe en fait depuis la puberté, qui évolue pas ou très peu, et dans ces cas-là, c'est soit un SOPK, soit une hyperplasie congénitale des surrénales de forme non classique, et donc ne pas hésiter à doser une 17-hydroxyprogestérone. Soit c'est les deux tableaux que je vous ai présentés là, surtout le dernier, l'apparition récente d'une hyperandrogénie, voire de signes de virilisation, ou un chiffre de testostérone assez élevé, donc un tableau assez bruyant. Et dans ces cas-là, il est recommandé de faire systématiquement une imagerie surrénalienne et ovarienne, sachant que si le scanner surrénalien ne voit rien, on peut dire que ce n'est pas d'origine surrénalienne. Par contre, si l'imagerie pelvienne est normale, on ne peut pas dire que ce n'est pas ovarien, même en cédant des marqueurs tumoraux ovariens qui parfois restent négatifs, comme pour le dernier cas. Et sur le côté, ça dit que si elle a des cycles réguliers, mais donc ce n'est pas forcément après la ménopause, il ne faut pas oublier d'éliminer un syndrome de Cushing et une acromégalie. Merci beaucoup. On a quelques questions déjà sur le chat, on va dire. Pour Emmanuel, il y a une question. Comment expliquer l'ACTH totalement freiné au départ? Oui, ça c'est une bonne question. C'est pour ça qu'il fallait des analyses fonctionnelles. Alors, mon hypothèse, mais c'est vraiment qu'une hypothèse, et les analyses fonctionnelles nous aideraient, c'est que je pense que c'est donc un patient qui a une résistance aux glucocorticoïdes, donc il a un flux élevé de base, et par-dessus, c'est rajouter un adénome surrénalien corticotrope, c'est pas le bon terme, mais j'arrive pas à retrouver, et donc cette augmentation du taux de cortisol a fait que peut-être que la signalisation des glucocorticoïdes a marché et on a réussi à freiner la CTH. Mais ça, c'est purement une hypothèse parce qu'il avait quand même au début de son histoire des flux qui sont montés à 300 et après, quand on l'a opéré de cette surrénale droite, il avait plutôt un cortisol libre urinaire à 100. Donc quand même, il y a eu une différence du taux de cortisol. Et donc, est-ce que c'est ça qui a permis que finalement, la signalisation glucocorticoïde a pu se faire? Mais ça, c'est en cours. Sans autre signe clinique, c'est... Et sans signe clinique, oui. Après, c'était... Et dans la suite de la question, c'est est-ce qu'on peut conclure que
c'est secondaire à sa mutation que la résistance au glucose donne une hyperplasie surrénalienne. Oui, alors pour l'hyperplasie surrénalienne, en effet, les hypothèses, mais tout ça, voilà, c'est pas démontré, mais c'est que du fait de la résistance aux glucocorticoïdes, il y a une ACTH, mais comme vous avez vu dans les cas, elle peut être normale ou élevée, et donc cette ACTH va stimuler les surrénales, et donc il y a l'hyperplasie. Après, ce qui est aussi évoqué, c'est un effet paracrine du cortisol et de la CTH, mais tout ça, ce sont des hypothèses et qui n'ont pas été formellement démontrées. Il y a des personnes qui demandent est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un KT, du coup, des surrénales avant de l'opérer? Ouais. Je pense que personne devant ça un tableau typique d'hypercortisolisme ACTH indépendant avec un adénome qui faisait 4 cm. Je pense que tout le monde aurait opéré. Pas se mettre à faire des KT. Et il y a une personne qui demande est-ce qu'il y a un lien entre diabète de type 1 et mutation de récepteur au glucose? Non, non. Pour Fabrizio, on va faire dans l'ordre. Est-ce que le scanner de l'épaule était indispensable devant les crépitants qui étaient cliniquement déjà évocateurs d'une dermohypodermie? En fait, c'est dans la difficulté d'avoir les examens, de les négocier, on avait en fait tout demandé. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est qu'elle soit opérée le plus vite possible. Et en fait, du côté opératoire, on va dire, il faut des imageries, on ne sait pas où on va, patati patata. Donc du coup, il y a eu d'abord un scanner, ensuite une IRM, mais vraiment demandé par les orthopédistes, en fait. Voilà, en sachant qu'ils ont staffé et qu'au départ, certains n'étaient pas favorables à l'opérer, vu le terrain, en fait, la fragilité, l'insuffisance rénale, etc., quoi. Donc dans ces situations-là, il faut que nous, on trouve les arguments aussi. C'est pour ça que c'est important de tous se voir, de voir la famille, de demander à la patiente aussi. Mais cette patiente était suivie ici pour son diabète. Donc beaucoup, en fait, la connaissaient, vaillante, venant autonome à ses consultations. Et ça nous a conduit à proposer, à insister pour qu'elle soit opérée. Mais effectivement, là, ce signe-là, on voulait l'opérer le jour même, quoi. Voilà, il y a un moment donné, il faut y aller. Voilà. Il y a une autre question. Qu'est-ce qu'une périarthrite diabétique? En fait, ça fait partie de pathologies inflammatoires en fait, des épaules, mais plutôt bilatérales, que l'on voit chez les diabétiques, pas forcément déséquilibrés au moment où ils ont ces douleurs, et qui témoignent du passé en fait, du déséquilibre, mais parfois ce n'est pas évident de reconstituer l'histoire. Et donc ces périarthrites scapulo-humérales peuvent parfois s'associer à un ortone en fait, mais pas toujours. Et donc ce sont des patients qui disent « je ne peux plus lever mon bras pour prendre un objet en fait, au niveau d'une étagère ». Mais ça ne conduit pas à une impotence fonctionnelle totale du membre en fait. Voilà. C'est des douleurs possiblement insomniantes et qui peuvent soit être monitorées, soignées par des infiltrations, soit par une corticothérapie. Et souvent, le terrain, c'est quand même des personnes un peu âgées. Justement, à l'âge où on fait un ortone, on peut faire ça, mais on a des patients plus jeunes, surtout des diabétiques de type 1 qui ont démarré tôt leur diabète dans la vie et qui peuvent avoir à 40 ans déjà en fait une atteinte articulaire des épaules. Voilà. Et ce n'est pas du tout une polyarthrite rhumatoïde, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier et que nous on voit. Alors bien sûr, les corticoïdes vont complètement déséquilibrer le diabète et vont faire une amélioration assez forte, mais transitoire de ces douleurs. Donc c'est pour ça que c'est bien de vérifier qu'il n'y ait pas un ortone associé. Voilà, ce qui va changer un peu la durée de la corticothérapie. Moi j'ai une petite question pour toi, Fabrizio. Est-ce qu'on sait si les diabétiques de type 1 font plus ou moins d'infections que les diabétiques de type 2? Alors, en fait, tout le monde peut faire une infection quand on est diabétique, mais dans notre pratique, on a l'impression quand même que quand on est diabétique de type 1, on peut faire, surtout ancien, on peut faire des affections très très graves avec des atteintes musculaires, des fascites nécrosantes, des choses comme ça qu'on voit beaucoup moins dans le diabète de type 2. Alors probablement parce que la durée du diabète de type 1 est souvent supérieure et que le corps garde une certaine mémoire métabolique, du mauvais métabolisme en fait. Et ça, c'est un souci, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'hémoglobine glyquée est bien les 6 derniers mois et tout d'un coup, on a un tableau énorme.
Il suffit d'une petite effraction cutanée pour avoir, en fait, voilà, comme au niveau des orteils, après des grandes infections anaérobies. Et effectivement, notre sentiment, mais je ne sais pas si c'est publié, c'est que les type 1 peuvent faire des tableaux extrêmement sévères, septiques. Et là, c'est pareil, c'est pas très connu et il faut se bagarrer parfois avec nos collègues pour aller opérer rapidement et enlever tous les tissus nécrosés chez ces patients-là. Voilà, ça nous est arrivé déjà dans pas mal de cas. Pour des hyperplésies surrénaliennes souvent bilatérales, des incidentalomes sans aucun signe clinique, avec des flux qui sont un peu limites ou normaux, à quel moment, mais sans aucune pathologie clinique, à quel moment il faut rechercher une mutation? C'est quand même assez fréquent. Il y a la revue de Marc Lombès qui est très bien faite dans le JE. Eux, ils proposent de faire la recherche de la mutation chez quelqu'un qui a une hyperplasie bilatérale des surrénales, un syndrome de résistance aux glucocorticoïdes, une kaliémie inférieure à 4 millimoles et une aldostérone basse. Non, alors c'est vrai que celle que j'ai mis, elle était à 4,6. Après, j'ai re-regardé sur les autres bilans, elle était inférieure à 4 millimoles. Et l'aldostérone basse, en fait, c'est dans le mécanisme aussi probablement de l'hypertension artérielle. C'est que, alors, c'est pareil, ça c'est des hypothèses. Parce que la CTH, comme vous avez vu, elle peut être normale, voire élevée. Ce serait qu'il y a la stimulation de la CTH. Et donc, il y a une stimulation de la voie minéralocorticoïde, avec une augmentation de la DOC qui, elle, a un effet minéralocorticoïde. Et l'autre chose aussi qu'ils ont démontré, c'est qu'il y a une diminution de l'activité de la 11-bêta hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2 qui est dans le rein et qui, normalement, est là pour protéger le récepteur minéralocorticoïde face au cortisol. Et en fait, comme il y a une résistance au glucocorticoïde, l'expression de la 11-bêta HSD2, elle est un peu diminuée, donc son activité est diminuée. Et là, le cortisol devient libre pour le récepteur minéralo. L'hypertension artérielle? Non, l'hypercorticisme. Non, après, il faut prendre en charge l'hypertension artérielle. Enfin, voilà. Les symptômes, ouais. Il y avait une question pour Dorothée. Le patient, il n'avait pas de kwashiorkor quand il est arrivé? Non. Et c'est parce qu'il était déshydraté? Je pense, ouais. Il était... Enfin, non, initialement, il était extrêmement déshydraté. Extrêmement déshydraté, donc je pense que ça, on ne savait pas trop à ce moment-là, et en réalité, c'est à 3 jours, là, quand on a fini par bien l'hydrater, qu'on a pu réellement faire un peu l'étendue des dégâts, y compris cliniques, quoi. Voilà. Ouais, non, mais c'est extrêmement rare, hein, c'est extrêmement rare, et surtout dans cet état finalement psychique qui n'était pas si mal dès le début. Parce que moi, je l'ai vu à un jour, je dis oui, ça va. Mais, voilà, donc ça, c'était un peu particulier. Une grosse discordance. Ok, après, il y avait une question pour toi, du coup. Pourquoi ne pas avoir dosé la DHEA chez la patiente qui a une hyperandrogénie post-ménopausique qui aurait pu biologiquement nous situer par rapport au diagnostic étiologique avant l'IRM? Alors, à ma connaissance, le dosage en fonction de la manière dont il a été dosé. Donc on peut le doser, mais je pense que l'interprétation est compliquée. Et puis vraiment, j'ai pas mis la littérature, mais il y a 2 séries. Je disais que le dosage de DHEA, à ma connaissance, n'est pas très fiable en fonction de la méthode de dosage. Donc je ne pense pas qu'on puisse vraiment s'appuyer dessus pour localiser une sécrétion. Et vraiment, dans les séries qui sont publiées dans la littérature, que ce soit les adénomes cortisoliques ou les corticosurrénalomes, les tumeurs font toujours au moins 4 cm, donc elles sont toujours visibles. Donc je pense que le poids du scanner surrénalien est plus fort que le dosage de la DHEA pour dire que ce n'est pas surrénalien. Il y a une autre question sur l'indication du cathé ovarien avant de décider d'une chirurgie. Alors celle-là, je m'y attendais, donc j'ai une réponse toute prête. Nous sommes après la ménopause, donc qu'on lui enlève ses ovaires si elle n'a pas de comorbidité et que la chirurgie n'est pas compliquée. Je pense qu'il vaut mieux faire la chirurgie que risquer un cathé, d'autant plus que le cathé, on n'arrive pas toujours à tout cathétériser, enfin les cas de SO, parce que 27% je crois dans la littérature, donc après la ménopause, c'est facile de répondre à cette question.